Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, c'est un plaisir d'intervenir dans le cadre de ce séminaire international de printemps du BSI, suite naturellement au rapprochement avec le groupe Ingensia Education, mais pas seulement. Tout simplement parce qu'effectivement, le programme DBA est quelque chose d'extrêmement important, important peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, lorsque l'on pense qu'effectivement, c'est fondamental que les choses soient complètement reliées, on va dire, avec le principe de réalité que représentent les entreprises mêmes, qui sont effectivement ce point, on va dire, qui fait le lien entre à la fois l'éducation, la formation professionnelle, et puis au-delà de l'entreprise, eh bien, lorsqu'effectivement on peut prendre un petit peu de recul et réfléchir sur sa pratique professionnelle. L'idée ce soir, c'est de réfléchir à ce qui se joue, ou peut-être ce qui ne se joue pas, justement, dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle. Alors, il y a plusieurs points de départ. Si je reprends l'actualité, il y a un point de départ tout à fait affirmé. Il est passé un petit peu en dessous les radars et pourtant il est absolument fondamental. Le BSI est accrédité AMBA. Vous savez qu'il y a plusieurs accréditations et l'accréditation mondiale, plutôt pour les business schools plutôt que pour les programmes doctoraux, c'est ce qu'on appelle l'accréditation AACSB. Cette accréditation, elle est américaine, nord-américaine, mais elle est aussi mondiale. Et dans les principes directeurs, ils sont au nombre de 10 jusqu'à présent. Il y avait un principe directeur absolument fondamental, qui était la diversité et l'inclusion. Et on a reçu un mémo, très bref, nous disant que ce principe directeur était abandonné. La raison, le politique. En l'occurrence, il se trouve que c'est l'administration Trump. La CSB, ce n'est pas seulement nord-américain, c'est mondial, le board est mondial. Et par rapport, on va dire, à une demande, peut-être d'ailleurs plus implicite qu'explicite, eh bien, on va abandonner quelque chose d'absolument fondamental pour le remplacer, on va dire, par une formule qui serait un petit peu sans précision pour le coup, communauté et connexion. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, c'est la compréhension très fine qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, si on ne faisait que travailler pour l'employabilité des apprenantes et des apprenants, qu'on les appelle étudiantes, étudiants, qu'on les appelle élèves, c'est la même chose. Alors on ferait quelque chose d'extrêmement utile, mais on passerait à côté de l'essentiel. Alors la question, c'est quoi cet essentiel? Si je tire un fil très rapidement, cet essentiel, c'est qu'au-delà de l'employabilité, demain dans l'entreprise, ils aient un impact positif pour induire un véritable changement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement former des apprenantes et des apprenants éclairés, naturellement, non. Il faut qu'ils soient suffisamment éclairés pour être demain en capacité d'éclairer les personnes avec qui ils vont travailler, avec qui ils vont interagir au quotidien. Alors d'où est-ce que ça s'origine, cette idée force? Eh bien, si on regarde un petit peu le développement des universités, des grandes écoles dans les pays où il y a des grandes écoles, ou tout simplement de groupes, on va dire, qui peuvent être privés, que ceci soit lucratif ou non lucratif, force est de constater que nous avons échoué tous collectivement, et je dirais quasiment au niveau mondial. Quel est cet échec? Eh bien, cet échec, il est daté. Il est daté de 2001. 2001, c'est le scandale Enron. Jusqu'au scandale Enron, jusqu'à 2001, les écoles, les universités, les groupes d'éducation, de formation professionnelle, se souciaient assez peu de ce qu'on appelle les valeurs, la transmission des valeurs. Et puis, il y a le scandale Enron. Pourquoi c'est un scandale qui va changer la donne, ou qui aurait dû changer la donne au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle? Tout simplement parce qu'à la tête d'Enron, qui trouve-t-on? Eh bien, on trouve un jeune qui sort d'Harvard Business School, donc ce qui est considéré comme la meilleure business school dans le monde, et il va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors les journalistes vont tomber à bras raccourcis sur Harvard et partant sur l'ensemble des formations, d'abord en sciences de gestion, mais ça concerne toutes les formations dans le monde, pour dire, mais s'il y avait eu des cours d'éthique des affaires, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
Raisonnement totalement faux. S'il y avait eu des cours d'éthique des affaires, eh bien, cette personne aurait performé, que ce soit dans un QCM, elle aurait eu 20 sur 20, ou si la notation était ABCDE à Harvard, eh bien, elle aurait eu A, et même sans doute A+. On ne transmet rien avec du sujet-verbe complément, et c'est l'erreur dans laquelle ont été toutes les grandes écoles, toutes les universités, tous les groupes de formation professionnelle. La preuve, certes empirique, et là on aurait besoin d'ailleurs de chercheurs par rapport à ça, si on pouvait le mesurer, dans une interaction un petit peu entreprise, sociologie ou autre. Est-ce que les générations que nous avons pu former depuis maintenant bientôt 25 ans, est-ce qu'elles sont meilleures, j'entends en termes de valeur, que les générations précédentes? C'est empirique. Et ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est qu'elles ne sont pas meilleures. Pire, je ne sais pas, mais elles ne sont pas meilleures. Nous avons dans cette classe d'âge, des 18-25 ans, autant de racisme. Nous avons autant de harcèlement. Nous avons autant de violence. Et à leur corps défendant, malgré eux, ils bénéficient d'outils qui amplifient en plus ces choses-là, que sont aujourd'hui notamment les réseaux sociaux. C'est un échec patent. Et il faut l'admettre. Et pourquoi nous avons échoué? Parce que tout simplement, nous pensions qu'il suffisait de dire, en quelque sorte, il faudrait se montrer humaniste, il faudrait se montrer ouvert, il faut être engagé, il faut être responsable, et on pourrait comme ça, j'allais dire, délivrer un chapelet en quelque sorte de valeur. Ça ne fonctionne pas. Alors, quelle est l'hypothèse que nous formons? L'hypothèse que nous formons, c'est que les choses, elles se passent seulement dans la salle de classe. Ça se passe aussi en dehors de la salle de classe. Je prends un exemple très concret. Si des élèves peut-être en arrivent à se battre, et parfois avec les mains, sans pour autant aller jusqu'à sortir les couteaux, c'est peut-être que nous-mêmes, dans l'organisation, dans l'école, dans le groupe, dans l'université, peut-être qu'entre collègues, nous nous battons entre nous. Alors évidemment, on ne se bat pas de la même façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit plus seulement de dire ce qui serait déjà bien, ce qu'on fait. Mieux encore, de faire ce qu'on dit, non. Il faut être ce qu'on dit, être ce qu'on fait, comprendre que la pédagogie, ça commence d'abord et avant tout en dehors de la salle de classe, pas seulement dans les interactions entre les intervenants et les apprenants. Il suffit qu'un directeur, il suffit qu'un président, il suffit qu'une personne quelque part, même si elle n'a pas d'interaction directe avec les apprenantes et les apprenants, ne soit pas dans une ligne, on va dire, à minima, on va dire conforme à un certain nombre de valeurs. Alors que vont faire demain les apprenants devenus professionnels? Eh bien, ils vont dupliquer ces valeurs-là. Un livre est sorti qui pointe des dérives d'un groupe privé lucratif. Ce livre, cet ouvrage, il s'appelle Le Cube. Que raconte Le Cube? Le cynisme absolu d'une partie des personnes qui travaillent dans cette institution. Ces personnes qui décident d'un certain nombre de choses n'ont jamais d'interaction avec les apprenantes et les apprenants. Et pourtant, les apprenantes et les apprenants demain, pour partie d'entre eux, qu'est-ce qu'ils feront demain? Dans leurs interactions au quotidien, dans leur vie professionnelle, ils vont redupliquer ces mêmes méthodes-là. Alors, il ne s'agit pas d'être exemplaire, nous sommes humains, mais il s'agit d'essayer de montrer l'exemple. Dit autrement, si je veux transmettre des valeurs, quelle que soit ma place dans l'organisation, il faut que moi-même, je m'astreigne à essayer de porter ces valeurs. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle des valeurs, c'est que c'est diablement difficile. Je vous ai cité 3 valeurs tout à l'heure et j'en ai rajouté une, la responsabilité. Lorsque je parle d'humanisme, lorsque je parle d'engagement, lorsque je parle d'ouverture, je parle des valeurs du groupe Igencia Éducation. Ce que nous devons faire comprendre aux apprenantes et aux apprenants, c'est que ce n'est pas facile d'être humaniste tous les jours, d'être ouvert tous les jours, d'être engagé tous les jours. C'est un combat. Et comment je peux le mener? Eh bien, ça commence par la connaissance de soi. Si je me connais suffisamment pour savoir ce qui me limite parfois par rapport à l'humanisme, ou par rapport à l'ouverture, ou par rapport à la notion d'engagement, je pourrais revenir, alors je suis moins bête peut-être dans ma relation à l'autre, plus attentif parce que je protège l'autre de moi en quelque sorte. Se connaître soi, c'est pas seulement connaître ses potentialités,
Encore heureux qu'il y a des potentialités. Non, se connaître soi, c'est connaître ses zones grises, c'est connaître ses doutes, c'est connaître ses imperfections pour en protéger l'autre. Et à ce moment-là, mon interaction avec l'autre sera un petit peu meilleure. Et d'ailleurs, la notion de savoir-être, elle est très bien vue. Il ne s'agit pas d'être humaniste, ouvert, engagé. Il s'agit de savoir-être humaniste, ouvert et engagé. Dit autrement, et ça aussi, il faut le faire passer aux apprenants. On ne change pas. Nous sommes comme nous sommes, on ne change pas. En revanche, avec une meilleure connaissance de soi, on peut faire mieux avec ce que nous sommes. Je prenais la notion d'engagement et j'avais dit, j'y reviendrai peut-être. S'engager, qu'est-ce que ça veut dire? C'est drôlement fort, s'engager. Étymologiquement, cela veut dire donner en gage. Et qu'est-ce que je donne en gage quand je m'engage? Ben moi. Alors là, il y a deux cas de figure. Quand tout va bien, s'engager, c'est facile. C'est tellement facile que c'est même pas s'engager pour le coup. Ça n'existe pas l'engagement quand tout va bien, c'est tellement facile. Non. Le véritable engagement, c'est quand justement c'est pas évident de s'engager. C'est quand les choses ne vont pas bien. Par exemple, financièrement, dans une institution, quand c'est difficile, c'est là que l'engagement véritablement est compte. Exactement comme on peut mesurer la force d'une organisation, non pas quand tout va bien, ou d'une entreprise quand tout va bien, mais bien dans la difficulté. C'est là que les choses commencent véritablement. Alors, je vous ai parlé des valeurs, je vous ai parlé à peu près d'où on est parti. Effectivement, il y a la CSB, il y a cette idée que l'employabilité, ce n'est pas seulement suffisant. Au groupe Ingenieria Éducation, nous nous sommes dotés de ce qu'on appelle une raison d'être, nous l'appelons la vocation. Quelle est cette vocation? Conjuguer les singularités pour contribuer à l'harmonie. Et on voit bien comment c'était parfaitement aligné avec ce schéma directeur qui était effectivement la diversité et l'inclusion, et comment maintenant ça devient complètement orthogonal avec cette décision de la CSB, et donc raison de plus pour l'affirmer haut et fort. Conjuguer les singularités pour contribuer à l'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, nous prenons ce que nous voulons être une école ouverte, qui puisse accueillir un certain nombre de profils qui, certes, peuvent être très, très différents. C'est ce qu'on appelle chez nous ceux qui sont bien nés, c'est-à-dire qui ont bénéficié de familles qui connaissaient un peu le milieu de l'éducation, de l'enseignement, et donc qui vont pouvoir aider. Et puis des invisibles, qui eux, ils n'ont pas forcément cette chance. C'est le transgénérationnel. Nous avons des formations, nous avons des gens qui ont 50 ans, puis d'autres qui ont 20 ans, et ils sont assis côte à côte sur les mêmes bancs. Nous avons naturellement plus d'une centaine de nationalités, ça c'est tout ce qui va toucher, on va dire, l'interculturel. Et puis il y a cette nécessité de répondre aussi aux besoins spécifiques, avec là aussi une originalité qu'il faut faire passer aux apprenants. Lorsqu'on parle de la notion de handicap, ce n'est pas la personne qui est paraplégique qui est handicapée. Elle devient handicapée parce qu'elle rencontre des situations dans lesquelles elle ne peut pas s'exprimer. Celui qui est malentendant, dans l'absolu, c'est une singularité, et ça devient du handicap dans le cas de la situation. Donc là aussi, il y a une attention à porter par rapport à ces personnes. Et puis on a une vision. Cette vision, c'est former des acteurs de la métamorphose du monde. Alors déjà, un point aussi très très important, et en sous-jacent, ça fait passer aussi des choses aux apprenantes et aux apprenants. On n'a pas dit former les acteurs de la métamorphose du monde. Si nous étions les seuls à former des acteurs de la métamorphose du monde, mais le monde, il n'est pas prêt de changer. On forme 15 000 apprenantes et apprenants par an. Ok, c'est bien, c'est beaucoup, mais à l'échelle du monde, c'est rien. Nous voulons simplement contribuer, former des acteurs de la métamorphose du monde. Et derrière, il y a toute la relation aux autres lorsqu'on dit ça. C'est-à-dire que nous sommes un groupe où il ne s'agit pas d'être tout seul. Non. Simplement, effectivement, on trace une voie un petit peu différente avec tout ce que je vous ai dit qui, quelque part, forme, on va dire, le principal de ce qu'on pourrait appeler l'école de pensée que nous voulons porter. Et on veut la porter tellement qu'on espère qu'un jour ce soit suffisamment influent pour que d'autres s'en emparent. Quelle est notre vocation et notre relation par rapport aux autres? Je vais parler des classements. Les classements, ils ont eu une vertu, c'est-à-dire que ça a permis effectivement aux écoles à un moment donné de pouvoir s'étalonner, de pouvoir progresser les unes par rapport aux autres, et c'était plutôt très sain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les classements interdisent à la plupart des grandes écoles ou des universités ou des groupes privés, que ceci, encore une fois, soit lucratif ou pas lucratif, une vision, tout simplement pourquoi? Parce que toutes les décisions qu'ils prennent se font à l'aune des classements, qui deviennent complètement enfermants. Notre relation à nous au classement, c'est laquelle? Bien sûr qu'il faut des classements, mais à un certain niveau,
quand les classements deviennent stimulation véritablement. Je vais prendre un exemple. Et ce classement existe. Quelles sont les écoles, les universités qui en font le plus dans la lutte contre le réchauffement climatique? On imagine le groupe Igencia qui a sur un absolu 16 sur 20. Eh bien, s'il y a un classement, nous ne devrions pas souhaiter être le premier, mais le dernier du classement. Si on est le premier, ça fera plaisir à un ego, à un narcissisme, c'est imbécile. Si nous sommes derniers avec une valeur de 16 sur 20, c'est drôlement bien pour la planète parce que ça veut dire que les autres travaillent encore mieux et donc c'est drôlement bien pour la valeur d'ensemble. C'est ce que nous avons appelé la théorie du lotissement. Et ça aussi, c'est à faire passer aux apprenantes et aux apprenants si demain on veut qu'il y ait un véritable déclic, un véritable changement. C'est quoi cette théorie du lotissement? C'est la compréhension, dans un lotissement qu'on imagine comme des maisons, hein, des petites maisons, c'est la compréhension que la valeur de ma propre maison est étroitement corrélée à la valeur de la maison du voisin. Plus la maison du voisin aura de valeur, plus ça va créer de la valeur pour l'ensemble et donc pour ma propre maison. Et on voit que cette théorie, elle est complètement orthogonale à ce qu'on observe d'habitude. Prenez les partis politiques. Les partis politiques, plutôt que de dire les belles choses qu'ils ont dans leur programme, n'ont de cesse, parce que c'est tellement plus facile, que d'attaquer, que de ridiculiser, que d'avoir la petite phrase qui va abaisser l'autre. Prenez les entreprises entre elles, où souvent on veut davantage la mort du concurrent. Prenez le cas très français pour le coup, puisqu'on a un système un peu particulier avec ce qu'on appelle les écoles, grandes écoles ou groupes privés, et puis les universités. Chacun souhaite finalement que l'autre soit le plus petit possible, voire qu'il disparaisse. Et tout ce que je vous dis, on peut le retrouver avec des soubassements philosophiques. Là, en l'occurrence, le soubassement philosophique de la théorie de lotissement, c'est Kant. Lorsque déjà, presque on va dire, un des pionniers du biomimétisme, 18e siècle, lorsqu'il nous explique et nous dit simplement, regardez comment poussent les arbres dans la forêt. Et il ajoute, les arbres poussent en se contraignant, mais positivement, ce qui leur permet de pousser haut et droit. C'est pour ça que la forêt, effectivement, la canopée, les choses sont très très hautes, parce qu'il faut aller chercher le soleil. Si demain il n'y avait plus qu'un seul arbre, au bout de quelques générations, ce sera complètement rabougri. Pourquoi se fatiguer puisque j'ai accès au soleil? La compétition, encore une fois, est intéressante lorsqu'elle se joue à un certain niveau. Je prends l'exemple du judo. Il me parle. Au début, la personne avec qui je m'entraîne, et vous y avez fait référence tout à l'heure, eh bien, ça s'appelle un partenaire. C'est avec lui que je vais progresser. Et un jour, peut-être, dans un championnat, mais déjà à un bon niveau, ça deviendra un adversaire. Eh bien, c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à faire passer aux apprenantes et aux apprenants. Et puis, il y a une autre chose aussi tout à fait fondamentale. Et aujourd'hui, c'est un point aveugle absolument dramatique. Parce qu'il est complètement oublié, complètement absent, et pourtant c'est l'essence même de la nature humaine. On ne parle que compétences. C'est bien. Il faut continuer à travailler sur les compétences. Mais en ne parlant que compétences, on a gommé quelque chose d'extrêmement important, qui est le désir. On a pensé, ou on a voulu nous faire penser, que la normalité, c'était déjà d'avoir un projet professionnel et de savoir précisément ce qu'on voulait faire à 18 ans, avant la formation professionnelle dans le supérieur, avant l'enseignement supérieur. Non, la normalité, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut faire à cet âge-là. C'est quoi le désir? Le désir, c'est ce que tu portes. C'est ce que tu as envie de dire au monde. Et c'est parce que tu vas reconnaître ce désir que demain, peut-être dans ton travail, en même temps que tu réalises ton travail, tu te réaliseras. C'est ça la définition même du sens au travail. Le sens au travail, ce n'est pas l'objet que je fais. C'est parce qu'en faisant cet objet-là, il y a quelque chose de moi qui se réalise à travers ça. Et c'est là où il faut aussi comprendre que des notions aussi intéressantes, parce qu'on va dire très très utilisées comme la motivation, eh bien dans l'entreprise, le plus souvent, ce sont des concepts absents. Très rapidement, c'est quoi la motivation? On trouve ça chez des gens comme Vygotsky, c'est un petit peu ancien, c'est 1930, mais je crois que c'est indépassable.
c'est la capacité à faire travailler les personnes dans ce qu'il appelle leur zone proximale de développement. La zone proximale de développement, c'est juste un petit peu au-dessus de ce qu'ils pourraient faire. Mais vous comprenez que la plupart des personnes, malheureusement, n'ont jamais identifié ce qu'ils voulaient faire de leur vie professionnelle. Ce qui font que dans l'entreprise, ils sont là parce qu'il y a un contrat. Si vous leur demandez aux 100 auteurs, parce que c'est leur contrat, de faire plus qu'1,60 m, 1,61 m, 1,62 m, encore une fois, c'est la zone proximale de développement. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Je ne suis pas payé pour ça, ou combien tu me donnes pour faire ça? Par contre, si véritablement vous vous réalisez dans votre travail, alors à ce moment-là, il peut se passer quelque chose. Et donc les entreprises doivent réfléchir à ça et substituer, comme plusieurs d'entre elles le font, et heureusement d'ailleurs que beaucoup d'entreprises font des choses absolument formidables, substituer la concept de motivation, même si on peut l'utiliser, c'est très pratique, à un autre concept très en vogue chez les Nord-Américains. Chez nous, il est un petit peu plus complexe parce qu'il a plusieurs sens, mais il nous parle quand même de la capacité à inspirer. La capacité à inspirer, c'est la capacité à aller chercher quelque chose au-delà du travail. Au-delà du travail, je bataille pour quelque chose pour faire en sorte que la société aille mieux, que le corps social soit peut-être, on va dire, un petit peu moins divisé, que notre environnement puisse en bénéficier. Exactement comme je vous disais au tout début, qu'au-delà de l'employabilité, il se joue quelque chose d'autre, pour le coup complètement essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu, c'est-à-dire que repenser la formation, repenser l'enseignement professionnel, c'est se poser de vraies questions, c'est partir effectivement d'un constat d'échec par rapport à ce qu'on a voulu faire, où finalement les générations que nous avons formées ces 25 dernières années sont peu ou prou tout simplement le reflet des générations précédentes. Et que, au-delà de tout, si on veut réussir, il y a un dernier point, pas facile à comprendre. Mais on pourrait dire la même chose du management à un moment donné, c'est la compréhension au fait. C'est quoi le but de la formation professionnelle? C'est quoi le but de l'enseignement? Eh bien, je vais vous le dire. Le but de l'enseignement, le but de la formation, c'est la cessation de l'enseignement. C'est la cessation de la formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer pour donner véritablement la chance aux apprenantes et aux apprenants de pouvoir s'exprimer. On a la chance d'avoir des poètes tout à fait merveilleux et Baudelaire avait loué, on va dire, l'albatros, cet oiseau des mers du Sud extraordinaire, dont on sait qu'en plein vol, c'est extraordinairement majestueux, mais que si on le ramène au sol et qu'on lui interdit de voler, effectivement, ses ailes de géant l'empêchent il fait que boiter sur le bateau en question. Donc c'est absolument catastrophique. Il faut redonner cette liberté-là. Qu'est-ce qu'un homme, nous disait Camus, c'est quelqu'un qui s'empêche. Qu'est-ce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui à un moment donné va s'empêcher pour donner la chance véritablement, comme on pourrait le dire pour le management. C'est quoi le but du management? C'est la cessation du management, c'est-à-dire de passer, oh, c'est pas facile, du tu dois faire ceci, j'attends cela, à qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, c'est-à-dire le jour où vous faites véritablement employé de votre employé. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Et puis, vous l'aurez remarqué, dans ces métiers en quelque sorte impossibles, puisque c'est jamais exactement ce qu'il aurait fallu faire, donc les métiers sont extrêmement difficiles, il n'y a rien à dire par rapport à ça. On a aussi ça, on trouverait ça chez les psychanalystes, avec le métier de parent, où le but du métier de parent, c'est la cessation du métier de parent, et Dieu, on le sait, comme c'est difficile effectivement de faire ça parfois. Voilà ce que je voulais vous dire. Pensons, une chose très très importante, ça n'a l'air de rien, mais on est exactement dans la droite ligne déjà de ce qu'avait dit Camus. Et Camus, ce n'est pas par hasard, parce que c'est le premier, très certainement, notamment dans le mythe de Sisyphe, qui va nous parler du sens, de la reconnaissance et de l'espoir. Des piliers, on va dire, inaltérables, fondamentaux, mais également, et on connaît très très bien son discours, nous sommes en 1957. Il reçoit le prix Nobel de littérature, et qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, ça vaut pour les générations d'aujourd'hui. Les générations d'aujourd'hui, il ne faut pas ambitionner pour elles qu'elles refassent le monde. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est essentiel aujourd'hui, et c'est à ça qu'il faut qu'on prépare les apprenantes et les apprenants demain devenus professionnels, faire en sorte que le monde ne se défasse pas. C'est ça le véritable devenir, on va dire, presque révolutionnaire. Un projet politique au plus fort du terme, qu'on appelle chez nous, ou en tout cas qu'on voudrait, on va dire, incarner par la pensée. Encore une fois, une pensée du groupe Hygiène Éducation, dont on a l'ambition qu'à un moment donné, il contribue avec d'autres à être influent, à faire son chemin, pour que demain on ne soit plus dans un mécanisme de répétition, mais que pour peut-être, effectivement, les choses un petit peu mieux dans le monde d'aujourd'hui.
Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour cette très belle conclusion de cette semaine. Alors, j'ai envie de réagir sur plusieurs choses très rapidement. Vous avez parlé d'Albatros. En vous entendant, je pensais au colibri. Hein, quand vous disiez finalement, on ne peut enseigner que pour 15 000 apprenants, mais c'est comme le colibri qui va donner sa petite goutte d'eau pour éteindre la forêt. Je pense que l'effet d'imitation est important. De la même façon, j'étais très sensible à la citation de Camus. Mais bon, on remet toujours sur le chantier le même ouvrage, mais comme il disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut Absolument. imaginer le manager heureux dans cette capacité justement, et c'est vrai pour des enseignants qui reproduisent finalement aussi les cours, le travail, c'est justement dans cette reproduction et cette capacité finalement de transformer que s'accomplit le manager qui n'est pas simplement un formateur à des techniques, à des critères, à des règles, etc., mais quelqu'un qui doit apprendre à se comporter et pas simplement dans l'opposition un peu basique entre soft skills et hard skills, mais dans des dimensions bien plus profondes, comme vous l'avez mentionné. Et donc, bah écoutez, et finalement, mon dernier point, ça sera que bah, le rapprochement et l'adossement du Business Science Institute à l'INSEAD, pour moi, il a encore plus de sens après vous avoir entendu, parce que je disais tout à l'heure en introduction bah, que les deux institutions partageaient d'une certaine manière les mêmes valeurs. Et on retrouve ces valeurs d'humanité avec un grand H, hein, comme on parle des humanités et des sciences sociales, dans lesquelles s'inscrivent la gestion. Et je pense que, en tout cas, la présentation et la conclusion que vous avez faite montrent bien que c'est pas simplement des humanités avec un grand H au sens des humanités et sciences sociales dans lequel s'inscrit le management, mais c'est aussi l'humanité des managers avec un petit H, mais avec toute la grandeur qu'on peut donner à ce terme-là. Donc encore merci Loïc Roche pour cette très belle présentation et très inspirante. Et ben, le dernier mot, ça sera pour remercier un peu tout le monde, remercier les enseignants, les professeurs qui ont participé aux différents jurys, aux différentes soutenances de thèse, remercier le personnel et les membres du Business Science Institute qui ont contribué, qui ont permis à ce que cette semaine internationale se passe très bien en étant là pour les connexions, en nous aidant, en nous faisant des rappels réguliers, etc. Merci également aux alumni, aux docteurs et aux doctorants, hein, aux docteurs soit récents, soit plus anciens, qui ont assisté aux différentes présentations. J'en vois encore aussi quelques-uns qui sont là dans cette dernière session. Et puis, bah, tout ça ne peut que m'encourager à encourager, désolé de la répétition, les doctorants actuels à avancer dans leur projet de thèse. J'espère que, un peu comme vous l'avez donné, ça les a motivés, ça les a engagés à avancer plus avant, plus rapidement, etc., pour présenter leur certificat, pour présenter leur thèse. Et on les attend tous au mois d'octobre, hein, pour la semaine internationale du Business Science Institute qui se passera un tout petit peu plus tard que d'habitude. Donc, ça sera les premiers jours d'octobre, du 1er au 3 octobre à Lyon, comme c'était déjà le cas l'an dernier. Et en tout cas, avec une belle opportunité de rencontrer professeurs, docteurs, alumni euh, et de découvrir les projets en cours. Une des forces du Business Science Institute et du DBA, un peu comme professeur, c'est d'avoir des managers, c'est d'avoir des pairs, de découvrir des sujets extrêmement variés et avec une maturité de l'expérience, un retour d'expérience, etc., que on n'a pas forcément quand on encadre des PhD. Donc c'est toujours un très grand plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ces 2 jours extrêmement intenses et donc à très bientôt à Lyon pour la semaine d'automne.